Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière d'administration du territoire, de décentralisation, de dépôt légal, d'identification des populations, de culte, d'immigration et d'émigration, de sécurité intérieure et de protection civile. C'est un gros paquet, vous vous en rendez bien compte. Ce soir, du 5 mars, l'équipe de RTI1 reçoit a décidé d'inviter le général Wagondo Diomandé pour nous parler un petit peu de son département. Le ministre a bien sûr répondu favorablement à notre sollicitation. Il est là avec nous, accompagné d'une cinquantaine de ses collaborateurs pour nous dire un peu comment se passent les choses dans ce ministère. Merci donc, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Et nous allons vous souhaiter donc la bienvenue et en même temps préciser que ce plateau télé est le tout premier du genre auquel le ministre prend part depuis sa prise de fonction en septembre 2019. C'est donc un honneur pour nous, mais ça veut dire aussi que ça promet. On aura beaucoup à dire. Je ne serai pas seul pour l'occasion. Marc Yevou est aussi présent et c'est avec lui que nous allons nous entretenir avec le ministre, bien entendu. Monsieur le ministre, vous connaissez certainement Marc. Il est journaliste à Fraternité Matin depuis un peu plus de 20 ans aujourd'hui, n'est-ce pas, Marc? Un peu plus de 20 ans. Il y est le chef du service Société. Bonsoir, Marc Yevou. Bonsoir, Hamza. Bienvenue sur notre plateau également. Monsieur le ministre, les populations pourront également vous poser des questions. À partir du code QR qui va s'afficher au bas de leurs petits écrans, mais aussi par téléphone. Régis Kofi est quelque part dans un de nos studios pour recueillir les questions des populations, qu'il vous transmettra directement et vous allez y répondre. Mais première question, on va se jeter tout de suite à l'eau. Comment va le département, ministère de la Sécurité, ministère de l'Intérieur? Alors, au regard de tous les retours que nous avons de la part de nos concitoyens, nous pensons que notre action est très suivie déjà au sein du ministère et dans tous les compartiments donc, de ce département ministériel. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui, par moment, nous appellent pour nous dire ce que vous faites est bien. Nous pensons que vous devez faire ceci ou cela. Et ça dénote de l'intérêt que toutes les populations éprouvent pour notre action. Vous me donnez là l'occasion, je voudrais vous le dire très directement, de remercier l'ensemble des populations pour leur adhésion à l'action que nous conduisons donc, à la tête de ce ministère. Elle s'est traduite par la contribution citoyenne, j'aime bien appeler ça comme ça, à toutes les mesures sécuritaires que nous avons prises à l'occasion du grand événement que la Côte d'Ivoire vient de connaître, la Coupe d'Afrique des Nations, où nous n'avons enregistré aucun incident majeur. Ça veut dire que les populations nous ont accompagnés dans cette aventure et je dis merci à l'ensemble des Ivoiriens. La discipline donc des Ivoiriens a prévalu pendant cette période, Monsieur le ministre. Tout à fait. Et justement, elles ont bien intégré toutes les mesures qui ont été préconisées pour que tous ceux qui nous ont rendu visite puissent suivre la CAN dans les bonnes conditions et retourner dans les mêmes conditions, mais y compris les Ivoiriens qui ont participé à ce grand événement. Alors, vous êtes aux commandes de la maison depuis 5 ans, depuis septembre 2019, oui. Je l'ai dit. Oui. Comment vous avez trouvé la maison et dans quel état elle est aujourd'hui? Bien évidemment, quand vous arrivez à la tête d'une structure, vous trouvez un héritage. Et je voudrais là, à l'instant, rendre un grand hommage à tous ceux qui sont passés avant moi, à la tête de ce ministère, qui ont abattu un travail colossal et qui me permet aujourd'hui, mon équipe et moi-même, de continuer justement l'œuvre de nos prédécesseurs. Nous avons trouvé un département où il y avait énormément de bonnes choses qui ont été faites, mais nous nous sommes rendus compte qu'il fallait apporter notre pierre en termes d'amélioration. C'est pourquoi nous avons engagé un certain nombre de réformes aujourd'hui, pour certaines qui sont achevées et pour d'autres qui sont en cours
Et nous continuerons justement d'apporter notre pierre à l'édifice de la construction donc, de ce département. Et au nombre de ces réformes figure en bonne place l'institution du poste d'attaché de sécurité intérieure auprès des missions diplomatiques. Oui, cela a été annoncé récemment au Conseil des ministres. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, il faut que tout le monde comprenne que quand un poste est créé, quel que soit le département ministériel dans lequel ce poste est créé, il est adossé à des textes. Avant donc notre prise de fonction, la fonction d'attaché de sécurité intérieure existait, mais n'était pas adossée sur des textes législatifs qui ont mis du temps à être pris. Ça fait partie des réglages que nous avons eu à faire depuis notre prise de fonction. Il s'agit de quoi exactement? Alors, nous avons des officiers, de la police nationale qui sont détachés auprès des institutions diplomatiques. Il y en a 6 actuellement. Il y en a en Europe, il y en a en Afrique, et qui sont chargés donc de régler les questions liées aux questions migratoires, liées aux questions de renseignement, en tout cas dans le cadre de la coopération policière entre notre pays et le pays qui accueille donc cette institution. C'est ce rôle-là qu'ils jouent. Et donc il fallait régulariser cette situation et nous sommes attelés et cela a abouti à la prise du décret dont vous venez de parler au dernier conseil. D'accord. C'est donc une réforme importante, mais il y en a beaucoup d'autres. Dites-nous-en un peu des plus emblématiques, par exemple. Alors, nous avons eu beaucoup de réformes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous avons d'abord commencé à faire un état des lieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ma prise de fonction, j'étais d'abord ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans ce cadre-là, ce sont les questions sécuritaires qui étaient, disons, au centre de mes priorités. Je suis arrivé et je me suis dit qu'il fallait, en profondeur, apporter une grande réforme à la police nationale, dans un premier temps. Ça a été le premier chantier auquel je me suis attelé. Parce que vous savez, l'enjeu était important. Il était important dans la mesure où je suis arrivé en septembre 2019. En 2020, l'élection présidentielle devait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Il fallait donc faire en sorte que cette élection-là se passe dans les meilleures conditions, tant sur le plan sécuritaire en ce qui me concerne que sur tous les autres plans. C'est pourquoi il a été entrepris, en tout cas par la direction du ministère, un grand nombre de réformes au niveau d'abord de la police. Quand je suis arrivé, j'ai vu que la police avait une certaine image qu'il fallait améliorer. J'ai proposé de changer la tenue des policiers. On a commencé à porter une nouvelle tenue. Cela a été très apprécié. Mais c'était pour moi un message. Même si l'habit ne fait pas le moine. Exactement, mais on reconnaît le moine par l'habit qu'il porte. Si vous permettez que je dise ça comme ça. Mais non, c'était un symbole pour moi. Le symbole du renouveau. Parce que beaucoup d'innovations devaient être apportées. Et donc, nous sommes attelés donc à faire ces changements symboliques dans un premier temps. Ensuite, il était important pour nous de faire en sorte que tous ceux qui sont intéressés par les questions d'élection, parce que c'était notre priorité en 2020, puissent être mis à contribution pour que l'élection se passe dans les meilleures conditions. Je pense d'abord à la société civile. C'est ceux-là qui sont les lanceurs d'alerte, la plupart du temps. Ils ont été donc associés à tout le processus que nous avons mis en place. Et ils ont été sensibilisés dans le rôle qui est le leur en période électorale. Nous nous sommes dit que le rôle des partenaires était très important. Donc j'ai fait le tour de toutes les représentations diplomatiques et nous avons eu beaucoup de séances de travail. Et bien évidemment, la police devait intervenir dans le cadre de sa mission, mais en respectant les droits de l'homme. Remplir sa mission tout en étant conforme aux droits de l'homme. La formation, justement, a pris un autre pan en termes de réformes que nous avons entreprises à la tête du ministère. Bien évidemment, qui parle de maintien de l'ordre, qui parle de rétablissement de l'ordre,
parle de matériel conventionnel. Évidemment, nous avons mis un accent sur les équipements, autant de la police que des sapeurs-pompiers civils dont nous avons la charge. Voilà les grandes réformes, les premières grandes réformes que nous avons initiées au sein donc, du ministère. D'accord. Nous allons vous parler de la police nationale. Nous allons rester un petit peu avec elle, avec ce département. La police nationale où les passages de grade au grade supérieur étaient, il y a quelque temps, prenaient beaucoup de temps. Le délai était très long. Il y en a qui parlent de 9 à 10 années avant, par exemple, de passer de lieutenant à capitaine. À ce niveau-là, on dirait que vous avez touché quelque chose aussi. Oui, bien, vous faites bien d'évoquer donc cet aspect-là. Ça fait partie des autres réformes que nous avons conduites au compte de la police. Effectivement, après les années d'école, il y a une certaine durée qui doit être respectée. Et effectivement, il y a eu des moments où les gens ont passé, je dirais, plus de temps que la moyenne tolérée dans le grade qu'ils portaient. Qu'est-ce qui se passait? On les oubliait? Mais non, vous savez, ce sont des questions, la plupart du temps, qui sont liées à des questions budgétaires. Tout est une question de programmation. On ne peut pas faire avancer les gens en grade pour leur faire plaisir. Ça doit être adossé sur les questions budgétaires. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, pour moi, c'était les nécessités absolues du service. Les contraintes qui étaient d'actualité à une certaine époque ne le sont certainement plus. Mais aujourd'hui, la société est beaucoup plus contraignante. Les besoins sont beaucoup plus importants et il a fallu donc s'adapter aux nouvelles exigences de la société. C'est ce qui nous a amené donc à apporter des réformes. Dans le cadre des avancements, nous avons estimé qu'il faut même créer un environnement où quelqu'un qui porte un grade et qui doit passer au grade supérieur doit pouvoir être outillé pour assumer les responsabilités liées au grade qu'il va avoir. Et nous avons mis donc en place une formation continue pour que, justement, tout le monde ait la même chance pour avancer. D'accord, monsieur. Mais donc, aujourd'hui, combien de temps il faut exactement pour passer d'un grade à un autre, les plus grands? Ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé, c'est fonction des grades et c'est fonction aussi des nécessités du service. D'accord. Monsieur le ministre, on va y aller maintenant avec ce reportage que nous propose Davis Oyo. Il nous fait un gros plan sur la police de proximité. Après, on se retrouve juste après. Samedi 24 février 2024, Centre d'action culturelle d'Abobo. Nous sommes à une séance du comité consultatif d'éthique, un comité d'échange initié depuis 2013 par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'idée, briser le mur de méfiance entre la police et les populations. Ici, toutes les couches de la société des communes d'Abobo et d'Anyama sont représentées. La rencontre du jour est supervisée par le commissaire divisionnaire Major Akafou Adel, préfet de police adjoint. Les résultats obtenus grâce à la dénonciation des populations sont présentés à toutes les parties concernées, suivi d'échanges directs entre populations, autorités municipales et policières. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la police de proximité pour permettre à la population même de participer à sa propre sécurité et orienter les actions de la police nationale en fonction des besoins sécuritaires de la population. Notre commune, c'est une commune cosmopolite où il y a toutes sortes de populations. Nous sommes les bénéficiaires de ce comité consultatif d'éthique pour qu'il y ait la cohésion, la fraternité entre les populations qui y vivent. Après une heure d'échange, les participants se disent satisfaits de cette rencontre. Ça a permis de mettre fin à l'insécurité. Quand vous prenez 2013, 2014, 2015, c'était des agressions à tout moment et en tout lieu. Il faut reconnaître que la situation est très calme en ce moment. Le ministère de la famille et de l'enfant aussi s'est impliqué là-dedans pour resocialiser ceux qu'on pouvait récupérer qui étaient les acteurs de ces agressions-là. Après ce site, pas de temps à perdre pour le préfet de police adjoint. L'autorité est attendue à Marcory, précisément au commissariat du 3e arrondissement. Ici sont réunis les membres du comité consultatif d'éthique d'Abidjan Sud, notamment ceux de Trècheville et de Marcory. Depuis le matin, vous êtes restés à nous attendre.
Et cette patience-là prouve que vous ne pourrez pas laisser tomber votre police. Et c'est justement ce que je vais vous demander. Cette rencontre a rassuré les jeunes à bien collaborer sans prendre de risques avec nos autorités. C'est à bâton rompu que nous avons échangé. Nous leur avons posé les préoccupations de nos communautés, mais c'est avec un ton très rassurant que la police de Côte d'Ivoire nous a rassurés. Mission accomplie, le commissaire divisionnaire se réjouit de cette journée marathon. Les échanges ont été francs, la police a pris directement les besoins de la population. Et c'est dans cet élan-là que pour prolonger l'action de la police au sein même de la population, que l'unité police recours a été créée. Police Recours est une nouvelle unité de proximité créée en 2022 par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cet après-midi, le commissaire principal Basile Apollinaire, commandant de la brigade anti-criminalité de la préfecture de police d'Abidjan, visite ces hommes postés à des lieux stratégiques du Grand Abidjan. C'est une visite de terrain, comme nous avons l'habitude de le faire. Nous passons sur les différents dispositifs pour voir comment le travail se fait et également les galvaniser pour que le travail soit mieux fait sur le terrain conformément aux instructions de la hiérarchie. Du 20 décembre 2022, date de sa mise en service au 20 décembre 2023, ce sont 26 687 actions menées par cette nouvelle unité de police. La police recours évolue dans plusieurs axes. Les missions, d'une manière générale, sont l'orientation des usagers, c'est-à-dire le dispositif est là. Lorsque des usagers viennent à leur niveau pour des préoccupations, nos collaborateurs les renseignent. Également, ils procèdent à certaines interpellations. Il est 14 h, place à la patrouille. Arc-en-ciel, aide 50. Aide 50, vous êtes reçu. À la même veine, vous représentez les yeux et les oreilles de la haute hiérarchie. Tout fait, même les moindres, devraient être relayés pour que nous en informons la hiérarchie. Parlez. Arc-en-ciel, un message correctement reçu. Allons travailler dans votre esprit. Force de dissuasion, Police Recours est considérée comme le prolongement des commissariats. On a des heures de patrouille. Nous venons de commencer la première patrouille, donc c'est un peu ça. Nous bougeons et nous traitons tous les cas. Hier, par exemple, avons traité un cas vol à la rachette. Nous avons pu rattraper le mise en cause et puis convoyer vers le commissariat le plus proche. Unité de proximité, Police Recours est déployée dans le Grand Abidjan et dans 7 grandes villes de l'intérieur du pays. Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Korogo, Odiéné, Man et Bandoukou. Elle s'inscrit avec le comité consultatif d'éthique dans la vision du gouvernement, celle d'apporter assistance aux populations avec méthode et courtoisie. Voilà, c'est un reportage tourné, écrit et monté par Davis Oyo. C'est le genre de journaliste couteau suisse qui, à lui tout seul, peut faire tout ça. C'est un jury, un journaliste, reporter d'images. Marc Yevou, le ministre est à vous. Monsieur le ministre, nous voyons plusieurs de vos réformes. Mais une chose est de prendre des réformes, d'avoir des réformes. Une autre est de l'appliquer, d'emmener les collaborateurs à adhérer à ces réformes. Aujourd'hui, il n'est plus un secret pour les Ivoiriens. La police peut se résumer aujourd'hui en 2 mots, efficacité, réactivité. Quel est votre secret? Comment êtes-vous arrivé à amener vos collaborateurs à adhérer à toutes ces réformes? Vous savez, tout ce que nous faisons tient dans le traitement de la matière qui est la ressource humaine. Chacun de nous, une fois qu'il se sent bien dans son environnement, une fois qu'il se sent en confiance, donne au-delà de ce qu'on peut attendre de lui, parce que chacun de nous cache un potentiel qui est inexploité. Donc nous sommes arrivés et nous avons mis l'homme au centre de nos préoccupations, en arrangeant, bien évidemment, l'environnement de travail. Ensuite, nous avons compris qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Il faut faire en sorte que les délais d'intervention soient les plus réduits possibles. C'est cela le fondement de la police de proximité. Et je voudrais féliciter l'ensemble des citoyens pour avoir adhéré justement à cette façon de voir la police et surtout l'accompagner dans ses missions. Je vais vous dire quelque chose. J'avais demandé à ma prise de service à chaque commissaire d'arrondissement de s'arranger pour connaître le nom de chaque citoyen qui vit dans sa circonscription. C'est possible ça, monsieur? C'est un challenge.
Justement, c'est les challenges que nous devons tous relever à un moment ou à un autre. Et je vous assure, ça fonctionne. Nous avons mis en place, donc, dans le cadre de la police de proximité, une police de recours qui a pour mission 3 grands axes. Ils ont une mission d'assistance, ils ont une mission d'intervention et ils ont une mission de secours à victimes. Les petites voitures que vous voyez à des points stratégiques font tout ça. La mission d'assistance, elle consiste en quoi? S'ils sont témoins d'une situation, je vous donne un exemple, quelqu'un a du mal à traverser la route, mais sont âgés, ils arrêtent la circulation, ils aident à traverser la route. Il y a un embouteillage qui se crée, ils ne restent pas assis dans leur voiture, ils interviennent pour résorber l'embouteillage. L'intervention, quand il y a un événement qui se produit dans un quartier et qu'ils sont dans la zone, rapidement ils interviennent plus vite qu'un commissariat classique qui intervient. Évidemment, la troisième manche, c'est le secours à victimes. Ils sont tous formés comme secouristes. Ils ont du matériel de premier secours dans leur véhicule. Et tout ça, avec l'encadrement approprié, ils sont tous en confiance et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je vais terminer rapidement sur les résultats enregistrés avec cette police de proximité. À Bingerville, je vais vous le dire très clairement, le commissaire de police de Bingerville a réussi à créer un groupe WhatsApp dans lequel quasiment toute la population de Bingerville est inscrite. Donc, dès qu'il y a un incident, la police est informée. Tout le monde va le faire parce qu'il y a la confiance qui s'est installée entre la police et les populations. Donc c'est une question d'encadrement. Monsieur le ministre, police de proximité, ça c'est un concept qu'on entend de plus en plus. La police n'a-t-elle pas pour vocation d'être proche des populations? Pourquoi spécialement aujourd'hui on insiste sur police de proximité? C'est un concept, comme vous l'avez dit, mais pour accentuer le rôle de cette population. Mais ce qu'il faut comprendre, et clairement je voulais insister là-dessus, c'est que la police et les populations doivent former ce binôme complice. Ça a manqué longtemps à notre police. Puisque à un moment donné, les gens ont eu le sentiment que la police était, je dirais les corps habillés de façon générale, mais la police, pour ne parler que de la police, était un problème pour les populations. C'est à ça que nous nous sommes attelés dans le cadre donc, de ce programme de police de proximité pour créer cette confiance entre les policiers et leur population. Et cela se traduit, comme vous l'avez vu dans le reportage de tout à l'heure, dans les comités consultatifs d'éthique, où régulièrement les entretiens se tiennent entre le commissaire de police, les officiers en charge donc de la circonscription et les habitants, les chefs de communauté, pour échanger, recueillir les préoccupations et adapter justement le service aux besoins des populations. Monsieur le ministre, la police de proximité, c'est clair, requiert quand même un certain nombre de personnes. Il faut du personnel pour la police de proximité. Quel est le ratio aujourd'hui police-population en Côte d'Ivoire? Et la deuxième chose, est-ce qu'il ne serait pas peut-être intéressant de réorganiser la police municipale afin d'aider la police nationale à être plus proche de la population? On en a combien déjà de fonctionnaires de police en Côte d'Ivoire? Alors, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes 23 500 environ. Si vous voulez des chiffres très précis, 23 435 policiers. Taux de ratio sécuritaire? Aujourd'hui, le ratio, c'est un policier pour 700 habitants, comparé à la norme internationale qui est en moyenne un policier pour 400 habitants. Mais ça, c'est le résultat des efforts qui ont été fournis depuis que nous sommes là. Il faut rappeler que quand nous avons pris fonction, le ratio en Côte d'Ivoire était de 1 policier pour 1300 habitants. Donc nous ne sommes plus très loin, nous sommes à mi-chemin. Entre 1300 et 400, nous sommes à mi-chemin. Et on est ainsi, l'aventure va continuer. Alors, donc, vous avez demandé tout à l'heure si, avec le concours de la police... Voilà, réorganiser la police municipale, un peu comme en France, afin d'être un peu plus proche. Mais la police municipale a été instituée après la crise que nous avons connue, a été donc instituée par son Excellence, Monsieur le Président Ouattara, pour qu'elle devienne l'auxiliaire des forces de sécurité de façon générale, mais avec pour compétence la circonscription communale
dans laquelle ils sont en service. Ils ont presque le même rôle que la police nationale, sauf les questions liées aux questions de police judiciaire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas procéder à des auditions, à des interpellations, non. Ils sont là pour veiller donc, sur la sécurité des personnes, être donc l'accompagnement, le prolongement de la police, pour faire respecter aussi les dispositions prises par l'autorité municipale dans sa situation. Il n'y avait pas de police avant le régime Ouattara, police municipale, ou alors les prérogatives ont été retouchées? La police municipale, sous la forme actuelle, a été créée en 2000 par décret. En l'an 2000 par décret. Et ce décret-là a été révisé à la fin de la crise post-électorale pour des questions de choix. D'accord. 23 000 policiers en Côte d'Ivoire. La question du genre, vous en tenez compte? Absolument. Et dans tous les postes de responsabilité, vous allez trouver aujourd'hui tous les genres. Je pense notamment à la gente féminine. Vous avez vu tout à l'heure, dans le reportage, un commissaire divisionnaire-major à Kafou. Donc pour dire que dans tous les compartiments de la hiérarchie, nous avons des femmes policiers. On a même, au sein de la police nationale ivoirienne, une femme qui est du grade de général 3 étoiles, dont je suis d'ailleurs très fier. Monsieur le ministre, parlant du genre, vous avez des bureaux d'accueil genre dans chaque commissariat. Ils servent à quoi? Ça fait partie justement des innovations. Dans chaque commissariat, il y a le bureau basé pour les questions basées sur les genres. Parce que nous nous sommes rendus compte que parfois, devant une situation, une femme a du mal à se confier à un homme pour expliquer les raisons pour lesquelles elle se retrouve dans le commissariat ou alors elle se retrouve dans la situation qui l'amène au commissariat. Être à l'écoute d'une femme par une femme permet non seulement de mettre la requérante à l'aise, mais aussi d'obtenir tous les renseignements nécessaires et justement adapter le service aux besoins exprimés par la gente féminine. Quelle appréciation vous faites du maillage sécuritaire en général en Côte d'Ivoire? Déjà, Abidjan, je compte une quarantaine de commissariats de police, si je ne m'abuse. Oui. Est-ce que, à votre avis, c'est suffisant pour notre sécurité à Abidjan? Bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Chaque quartier aurait souhaité avoir un commissariat dans son quartier. Mais construire un commissariat aujourd'hui, au bas mot, va chercher dans 300 millions environ. Alors, chaque année, on peut s'arranger pour construire 2 ou 3 commissariats maximum. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il faut prendre des mesures d'accompagnement pour que les délais d'intervention puissent être les plus réduits possibles en mettant dans des endroits stratégiques ces petits véhicules de la police recours. Mais sur le territoire national, nous avons procédé justement à la mise en service et à la construction de 22 commissariats depuis que nous sommes en service pour augmenter donc de façon substantielle le nombre de commissariats. Beaucoup d'autres localités en demandent. Nous ferons en sorte que, en fonction des moyens qui sont mis à disposition par l'État, ces effectifs-là soient étoffés. Des commissariats, hein, d'accord, c'est bon. Est-ce que nos agents sont formés comme il faut? Les commissariats sont-ils équipés comme il faut? Est-ce que ça va, ils ont la formation en plus qu'il faut pour intervenir au moment où il le faut? Je ne veux pas exagérer, mais je ne veux pas non plus me priver. Je suis fier de la police de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce sont des agents bien formés, ce sont des agents bien équipés et à qui on donne les moyens pour qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible. Alors tout ça, ça répond à un souci. Changer effectivement l'image que certaines personnes avaient de notre police pour que cette police-là soit de façon pleine et entière complice des populations comme on le souhaite. Et nous sommes en bonne voie. Je vous l'ai dit, nous sommes en très bonne voie. Vous avez réglé une question cruciale qui se posait aux policiers, c'est la problématique du logement. Aujourd'hui, les baux sont payés, je pense que c'est déjà un souffle. Mais il y a la question de la cité BAE de Yopougon.
qui, depuis le ministre Dibona, est en chantier. Qu'est-ce qui coince, monsieur le ministre? Un site abandonné depuis de longues années. Non, non, rien ne coince. Si vous dites qu'est-ce qui coince, je dis tout net, rien ne coince. Évidemment, quand je suis arrivé, j'ai vu que cette cité-là était, comme vous le dites, moi je ne pense pas à l'abandon. Il y a une caserne à l'intérieur de cette cité. C'est là-bas que les unités d'intervention sont basées pour la grande partie. Alors, nous avons donc entrepris d'approcher des partenaires pour réhabiliter cette cité. C'est en bonne voie. Et pour arranger encore les choses, améliorer les choses, en accord avec le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, un programme spécial est en cours pour en faire une cité. Le terrain, il fait autour de 20 hectares. Il est très grand. Il y a une bonne partie qui n'est pas construite. Donc, le terrain va être divisé en deux. Il y a une cité qui va être construite sur la deuxième partie. Et la caserne dont vous parlez sera réhabilitée d'ici peu. On a aussi constaté que vous avez déployé l'ensemble des démembrements de la police à l'intérieur du pays. Je pense au GMI, au CRS, à la police scientifique, police technique et bien d'autres. Monsieur le ministre, il y a 5-6 ans à peu près, si j'ai bonne mémoire, les députés ont adopté un nouveau statut des personnels de la police nationale. Ça date... Où on en est avec? Non, ça date de 2018. Le nouveau statut. 6 ans donc. Voilà, qui en a fait donc un corps paramilitaire. Et donc, à partir de cela, les policiers sont gérés à peu près comme les militaires, soumis aux mêmes règles de discipline qui est la règle principale des armées et qui respectent donc les règles de l'avancement au sein des armées. Alors, il n'y a que des avantages. Le premier avantage, c'est la discipline. Le second avantage que j'y vois, c'est que les questions corporatistes ne viennent pas plomber, si vous voulez, l'évolution normale du travail. Et aujourd'hui, vous demanderez aux policiers, en tout cas, ils sont très à l'aise avec ce nouveau statut. Vas-y. Monsieur le ministre, dans la même veine, il y a, au niveau de l'équipement des policiers, vous avez un projet de faire de l'école de police de Korogo une académie de police. Qu'est-ce qu'elle apportera de plus à la police qu'on connaît aujourd'hui? Alors, justement, elle va apporter énormément de choses. Laissez-moi vous dire que, conformément à la loi de programmation de sécurité intérieure, qui date de 2016, la Côte d'Ivoire devait avoir un effectif de 20 000 policiers en 2020. C'est-à-dire on devait prendre 4 ans pour arriver à 20 000 policiers. On n'a pas atteint ces ratios en 2020. Pour la simple raison que la seule école de police qui était à Abidjan, qui formait les policiers, ne pouvait accueillir qu'environ 1500 personnes par promotion. Et quand on se retrouve avec 2 promotions qui se chevauchent, on a des problèmes d'hébergement. Donc nous sommes arrivés, ça fait partie des grandes innovations que nous avons introduites. Nous avons estimé qu'il fallait créer une seconde école de police. Et c'est Korogo qui a accueilli cette seconde école de police sur un site provisoire qui nous a été prêté par la CNPS, qui est en centre-ville. Mais les populations de Korogo nous ont cédé un terrain qui fait 57 hectares, qui est à 15 km de la ville, dont les travaux de construction en ce qui concerne l'école de police ont réellement commencé. Et des travaux et justement, cette académie, comme vous le dites, permettra de faire toutes les formations, qu'elles soient techniques, qu'elles soient purement opérationnelles, ou bien l'initiation même au métier de policier. Ce sera une grande académie qui sera en partenariat avec d'autres académies de police d'Afrique, notamment des États-Unis, avec qui on a déjà des accords, et bien évidemment notre partenaire traditionnel, qu'est la France, et d'autres pays, à l'image de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui est basée à Jacmel. Et ce que nous voulons faire à Korogo. Et elle va nous coûter quelques 59 milliards. Vous parlez du terrorisme. J'ai envie de vous demander comment se portent nos postes de police frontière. Alors, nous avons aujourd'hui entrepris une très grande réforme
en ce qui concerne les postes de police frontière, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons, grâce à l'appui des partenaires, aujourd'hui nous avons construit et réhabilité 12 postes frontières au total. Il y en a un qu'on vient d'inaugurer le dimanche dernier. Ça va continuer. Bientôt, il y a 4 autres qui vont venir s'ajouter pour dire qu'aujourd'hui, nous avons à cœur de bien gérer les questions de flux migratoires pour qu'on sache qui rentre, qui sort et qu'on soit capable de faire à la fin de l'année un bilan presque exhaustif de tous ceux qui sont passés par les postes. Monsieur le ministre, j'ai une question sur ma tablette, code QR, donc de la part de Diamant Noir, qui nous dit « Nous sommes fiers du travail que vous accomplissez, mais pourquoi avoir supprimé les concours directs d'entrée dans les corps et des officiers et commissaires ?» Rassurez-vous, ça va reprendre. On a dû arrêter donc le recrutement direct pour des questions de quotas d'encadrement. Je vais vous donner juste des éléments chiffrés. Le taux d'encadrement au sein de la police est le suivant. Pour le corps des commissaires, normalement c'est 3%. Et le corps des officiers, c'est 12%. D'accord? Et puis après, le gros de la troupe forme donc le reste. Aujourd'hui, nous en sommes à un taux d'encadrement de 5% en ce qui concerne les commissaires. Et on est à presque 15% en ce qui concerne les officiers. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Vous savez, quand dans un commissariat d'arrondissement a un effectif qui tourne autour de 50 personnes, commandé par un commissaire et un adjoint qui est commissaire. Mais aujourd'hui, nous en sommes arrivés à une situation où, dans le même commissariat pour 50 personnes, vous pouvez retrouver 3, 4 commissaires. Je n'ai pas envie de dire qu'ils se marchent sur les pieds. Mais c'est ça qui nous a amené à faire une politique de redéploiement des commissaires qui sont aujourd'hui à la tête des postes frontières où, à l'époque, c'était que des officiers qui dirigeaient les postes frontières, entre autres. Monsieur le ministre, nos enfants sont en danger permanent, hein? Je veux parler du phénomène de la drogue. Qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire est en train d'être un terrain favorable à ce fléau. Je vais vous rassurer tout de suite. La Côte d'Ivoire n'est pas en train de devenir un terrain favorable à la drogue. Nous avons été témoins à une certaine époque de la situation dans certains pays de la sous-région où c'était réellement des plaques tournantes. Mais avec les mesures vigoureuses qui ont été prises à l'époque, les trafiquants ont cherché à trouver donc d'autres terrains de prédilection. Ils ont pensé qu'ils pouvaient s'installer en Côte d'Ivoire. Mais avec les instructions fermes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec les moyens particuliers qui ont été mis à disposition pour lutter contre ce phénomène, nous avons aujourd'hui des saisies records dont les effets ont été la quasi-diminution du trafic de drogue. Je vais vous donner des chiffres. Au départ, nous faisons des saisies qui allaient dans... L'année dernière, en 2021, on a saisi 2 tonnes de drogue. Si vous faites le point aujourd'hui de toutes les saisies, nous sommes à quelques kilos, 2 kilos, 3 kilos. Monsieur le ministre, ça veut dire que... les saisies, très bien, félicitations. Ouais. Mais pourquoi ils arrivent à rentrer? Comment ils arrivent à entrer? Alors, vous allez me demander comment les trafiquants arrivent à rentrer dans un pays. Ils n'utilisent pas les voies normales. Mais bien évidemment, c'est à nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas... D'abord qu'ils ne trouvent pas la route, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, mais aussi qu'ils ne s'installent pas. C'est pourquoi nous avons mis en place un système répressif, préventif et je dirais curatif. Alors, ça s'est traduit par la nouvelle loi qui a été prise concernant les substances psychotropes, qui a durci la répression et justement qui a accentué le volet coopération en matière de lutte contre la drogue. Ce qu'il faut savoir de façon très brève, c'est que la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs unités
en charge de la lutte contre la drogue. En ce qui concerne la police, nous avons donc un service de police, mais qui est chapeauté dans le cadre donc, de la coordination générale de tous les services en charge de la lutte contre la drogue par le comité interministériel de lutte contre la drogue, qui est logé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui fait un excellent travail, en parfaite synergie avec toutes les autres forces. Donc aujourd'hui, nous sommes en tout cas sur le déclin en matière de drogue en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Marquez-vous si vous avez une question avant qu'on passe à l'identification. Monsieur le ministre, je vais le dire tout net, il s'est dit dans la population, je ne sais pas si vous l'avez déjà appris, que certains gros bonnets de la drogue bénéficieraient de protection. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Aucun gros bonnet ne bénéficie de protection. Vous savez, quand on interpelle un dealer, les enquêtes sont menées et elles conduisent certainement au sommet de la pyramide. C'est ce que vous me dites. Et pour vous, quand on met la main sur celui qui est au sommet de la pyramide, il bénéficie d'une impunité. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'accord. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tous ceux qui se font prendre, ils subissent les rigueurs de la loi. En tout cas, en Côte d'Ivoire. D'accord, Monsieur le ministre. Il y a un chiffre qui me vient en tête là tout de suite comme ça. 6 302 502. Est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose? Il me dit très précisément que c'est le nombre de cartes d'identité produites par l'ONESI et le partenaire technique. D'accord, Monsieur le ministre. On va suivre à présent ce reportage signé Ahmed Traoré et puis on va revenir pour parler justement de la carte nationale d'identité. Vincent Gueux est contractuel dans une entreprise de la place. Cette activité lui permet de vivre tant bien que mal. À 22 ans, il caresse le désir d'intégrer la fonction publique par voie de concours. La carte nationale d'identité est une pièce majeure pour la constitution des dossiers à fournir pour postuler. Seul bémol, Vincent éprouve des difficultés à obtenir ce document administratif. Quand on vient, ça tarde beaucoup, vraiment ça tarde. Moi, par exemple, je suis là depuis le matin, il ne nous a pas vite pour qu'on puisse passer rapidement pour nous faire enrôler. Pour avoir le papier, vraiment, c'est très difficile. Ça ne sort pas vite. Pourtant, on a des concours à passer, donc ça fait que on n'arrive même pas à passer les concours. Un dysfonctionnement que nous voulons comprendre. Nous nous rendons dans les locaux de l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification. Evelyne Ateba, chef d'agence principale du plateau, nous explique le fonctionnement de son secteur. Tout le monde ne peut pas être satisfait parce qu'il y a des personnes qui ont des soucis depuis longtemps et qui n'ont pas pris la peine de venir vers nous pour avoir certaines informations. Donc quand elles viennent sur le terrain, elles se rendent compte de certaines réalités et de certains changements. Nous sommes là pour les orienter et leur faire part des nouvelles mesures pour l'avancement du service. Pour une meilleure qualité du service, la direction générale de l'entreprise apporte des innovations. Le travail de l'ONESI, ce n'est pas la carte d'identité. La carte d'identité n'est qu'un produit final. Donc le gros goulot d'étranglement était au niveau de l'état civil. Donc nous avons essayé de remettre déjà les choses, prendre la considération des dossiers à partir de l'état civil, prendre les fichiers historiques que nous avions pour donner une certaine sérénité à la production de la carte, parce qu'on ne peut pas produire une carte tant que l'information qui doit soutenir cette carte-là n'est pas vérifiée, n'est pas fiable. Donc ce qu'on a fait, on a travaillé sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'était déjà de voir notre traitement en interne de ces cartes, donc en rassemblant l'ensemble des bases de données que nous avons pour disposer d'un fonds documentaire, d'un fonds d'information qui permettent d'accélérer la demande. Et le deuxième niveau, c'est d'avoir des représentations où les agents qui travaillent ont beaucoup plus de moyens techniques pour pouvoir travailler. Et à la fin, on a mis un dispositif en ligne pour que les réclamations puissent être traitées et aussi pour que les citoyens puissent avoir des applications pour rapidement avoir l'information sur le traitement de leurs cartes. Donc, on a essayé de digitaliser le maximum de nos services. Aujourd'hui, si vous avez tous vos papiers au complet, en 10 jours, vous recevez votre carte, parfois même moins. L'Office national de l'état civil et de l'identification emploie près de 1000 personnes réparties sur 300 centres à travers le pays. L'entreprise enrôle environ 2000 citoyens par jour. Outre la carte nationale d'identité, elle confectionne également les cartes de résidents.
Un reportage signé donc Ahmed Traoré. Monsieur le ministre, nos CENI, justement, nos cartes nationales d'identité, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Les Ivoiriens se plaignent beaucoup du délai que ça prend pour retirer leurs cartes. Aujourd'hui, le directeur général de l'ONESI vient de donner 10 jours, c'est le délai. Formellement, il l'a dit. Vous confirmez? Vous savez, la question liée à la carte d'identité a connu beaucoup d'évolution. Et je suis heureux aujourd'hui de réaffirmer, après le DG de l'ONESI, que dans un délai de 10 jours, on est en mesure d'obtenir la carte d'identité. Mais qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Mais il s'est passé que au début du programme RNPP, les chiffres qui avaient été donnés comme chiffres cibles étaient les suivants. Il fallait produire 10 500 000 cartes au début donc, du RNPP. Ces 10 500 000 cartes étaient composées comme suit. 6 500 000 pour les renouvellements, c'est-à-dire les cartes de 2009 et avant, et puis 4 millions pour les nouvelles demandes. Alors, l'opération a commencé et d'abord, il n'y a pas eu l'engouement qu'il fallait. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il fallait faire, pour un programme comme celui-là, mettre au point tout le dispositif technique, toute la chaîne de production pour qu'on soit en mesure de répondre aux préoccupations des populations. Ça, ce parcours-là a été achevé. Mais le vrai problème qui a été identifié, c'est que des gens sont venus donner des informations. Ils ont fourni des documents qui, parfois, posaient problème. Soit ils donnent un certificat de nationalité douteux, je m'excuse, hein, parce que simplement il n'est pas... soit il n'est pas bien lisible, en tout cas, ou bien c'est la photo qu'on ne voit pas bien sur un document qu'il a fourni. Bref, tout un tas de petits problèmes de ces gens. Mais quand ils déposent la demande, on n'arrive plus à les joindre. Et malgré toutes les relances qui sont faites par les numéros qu'ils laissent, par exemple, ils ne reviennent pas. Et plusieurs mois après, ils se présentent pour dire « j'ai fait ma carte, je n'ai pas reçu ». Mais bon, on vous cherche pour venir refaire votre photo, reprendre votre empreinte. Vous n'êtes pas... La plupart du temps, ça a été ça. En dehors des questions purement, des petits problèmes purement techniques liés à l'informatique, qui sont tous réglés aujourd'hui. Aujourd'hui, à votre niveau, la production, il n'y a plus de problème. Tout ça, si vous avez un dossier très clean, si je peux dire ça comme ça, 10 jours. En 10 jours, vous avez votre carte d'identité. Ibrahim Karamoko nous dit ici, code QR donc sur ma tablette. Comment expliquez-vous la lenteur insupportable dans l'établissement des cartes nationales? Donc vous en avez parlé. Franck Lucas dit, l'unité de police secours est-elle autorisée à contrôler les pièces d'un véhicule? Non, ça ne fait pas partie de leur prérogative, vous l'avez déjà dit. Bonsoir, monsieur le ministre. Nous voulons savoir, ça c'est Saldib, nous voulons savoir pourquoi avoir bloqué l'âge maximum de la police à 25 ans, alors qu'avant, une personne en charge, on pouvait passer le concours même à 30 ans. Ça, c'est la question de Saldib. À cette question-là, va s'ajouter 2 ou 3 autres que Régis Kofi a pris par téléphone. Si Régis Kofi nous suit, à vous la parole, Régis Kofi. Bonsoir à toutes et à tous. On démarre à Ferke-Sédougou avec la question de Mme Kouadio. À quand la régularisation de la situation des sapeurs-pompiers civils? Parlant de statut, M. Mélenjo Jean-François souhaiterait savoir si les mesures sociales annoncées par le président de la République en 2022 concernent les agents de mairie. M. Touré nous appelle de Bondoukou. Son inquiétude, les gardes des sous-préfectures chargés d'assurer la sécurité des membres du corps préfectoral qui ne bénéficient d'aucune formation et qui sont cependant sur le terrain. C'est un danger selon lui et il y a eu malheureusement des décès dus à ce manque de formation, toujours selon M. Touré. Monsieur Yao Abobo a eu le sentiment que les enquêtes n'aboutissent pas pour la plupart, puisque les faits sont relatés par voie de presse, mais pas les conclusions des enquêtes.
Voilà, c'est tout, Hamza Diaby, pour cette série de questions. Il faut dire que le ministre reçoit beaucoup de félicitations ici à notre niveau. Félicitations pour la sécurité lors de la Cannes 2023. Régis Kofi, Monsieur le ministre, voilà 4-5 questions pour vous. Vous avez 2 minutes pour y répondre. Alors, 2 minutes, mais je vais prendre 10 secondes pour dire que je suis heureux de constater que notre action est appréciée par la majorité des gens qui réagissent au cours de cette émission et ceux même qui n'ont pas l'occasion de réagir. C'est pour ça qu'on est là. Expliquer ce que nous faisons pour qu'à la fin, les gens puissent toujours continuer à nous accompagner. Vous avez posé un certain nombre de questions. De 25 ans, de 30 ans, c'est passé à 25 ans, l'âge maximum. Voilà, nous sommes dans une logique de rajeunissement, donc des effectifs. À l'époque, certaines conditions nous amenaient à fixer l'âge pour les concours à 30 ans. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire des restrictions, surtout pour le rajeunissement. Quelle est la différence pour la police d'avoir de jeunes fonctionnaires de police? Parce qu'à la fonction publique, on voit que l'âge maximum est en train de monter et vous, à votre niveau, ça descend. Monsieur Hamza, je vous donne un schéma simple. Quelqu'un qui rentre à la police, quelqu'un qui entre en fonction à 25 ans, passe plus de temps en fonction, ou bien c'est celui qui rentre à 30 ans qui passe plus de temps. Or, la proportion aujourd'hui des jeunes de cet âge-là est beaucoup plus élevée. Donc, il faut donner le maximum de chances, des chances au maximum de personnes pour rester le plus longtemps, disons ça comme ça, sous les drapeaux. Allez, certainement question suivante, monsieur le ministre. Voilà. Donc, c'est juste pour ça. Alors, les agents de mairie, les gardes de sous-préfecture, ça fait partie des réformes que nous sommes en train d'initier. On parlera tout à l'heure certainement de l'administration du territoire, de la décentralisation de façon globale, mais nous sommes en train de travailler sur des textes pour bien régir la fonction publique des collectivités. Ça fait partie des grandes réformes que nous sommes en train de faire. Effectivement, nous avons trouvé des agents qui sont dans des situations qui ne sont pas totalement, je dirais, enviables. Mais nous nous attelons à les régler. Mais tout cela passe par des textes. Ce n'est pas parce que le ministre Wagono a envie de faire ça aujourd'hui qu'il le fait. Ça doit s'appuyer sur des textes parce qu'il y a des questions budgétaires, il y a des questions de programmation. Voilà ce que je peux dire pour non seulement les agents de la mairie, les gardes de sous-préfecture, mais dans les enquêtes qui n'aboutissent pas. Ça, permettez que je dise que ce n'est pas seulement la police qui est concernée. La police est à l'entrée de tout ce qui est question d'enquête. La justice prend le relais après. Bon, maintenant, si vous suivez, je dirais, votre affaire, que vous êtes convoqué au tribunal, vous allez dire mon enquête a abouti. Mais est-ce que vous imaginez le nombre de dossiers que et les policiers et les juges, je ne suis pas le ministre de la Justice, mais je pense quand même que le nombre de dossiers fait certainement qu'on a le sentiment que les enquêtes traînent et ça n'aboutit pas. Voilà. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il faut dire également que la digitalisation au titre de l'identification fait donc partie des choses que vous avez bien entendu mises en place au point où on peut déclarer les naissances aujourd'hui par voie électronique. On parle également du NNI, où chacun d'entre nous aura un numéro national d'identification. Alors, vous avez très bien compris le programme RNPP. Parce que l'aboutissement, justement, c'est ça. Le NNI, c'est le numéro national d'identification. À quoi doit-il servir et quels problèmes ça vient régler? Ça vient régler tous les problèmes, je dirais, qui sont liés à la confusion d'identité, à la fraude à l'identité. Ça règle tout ça. Parce que c'est lié, c'est adossé à la biométrie. Deux individus sur cette terre ne sont pas identiques à partir de la biométrie. Les empreintes sont uniques. Donc, quand vous venez pour obtenir un document administratif, on vous attribue un numéro national d'identification. C'est ce numéro-là qui va vous suivre tout le restant de votre vie. Et dans l'idéal, nous allons arriver à se passer même des cartes d'identité physiques, des documents physiques. Parce que vous allez dans un service, parce que l'État va être doté, enfin tous les services vont être dotés d'outils qui vont partager la même base de données en termes d'identification.
Et donc, si vous allez par exemple à la CIE, je ne veux pas faire de publicité, mais vous voulez faire votre abonnement, ce n'est pas votre carte d'identité, on va vous demander. À un moment donné, on va vous demander votre numéro d'identification. Et l'agent de la CIE, dès que vous lui donnez le numéro, il regarde sur sa machine, tout de suite, il y a votre photo, il y a votre filiation, tout. Vous quittez là-bas, vous allez faire un abonnement téléphonique mobile, c'est la même chose. D'accord. Donc, on ne peut plus tricher. Et ces numéros-là, aujourd'hui, figurent sur nos cartes nationales d'identité. La nouvelle carte d'identité porte ce numéro. D'accord. Monsieur le ministre. Et je termine, si vous permettez, rapidement. Les bébés qui naissent aujourd'hui, automatiquement, une fois qu'ils sont déclarés, on leur attribue un numéro NNI. Voilà. Monsieur le ministre, protection civile. Quid de la protection civile, justement? Un nouveau statut à l'ONPC. Dans les questions qui ont été posées tout à l'heure par téléphone à Régis Kofi, on demandait à quand la prise en compte, justement, du statut des sapeurs-pompiers militaires civils. Mais c'est réglé. Moi, je dirais c'est réglé. Il y a un décret qui vient d'être pris il y a 2 semaines, avant le dernier conseil des ministres, qui, je dirais, qui est la clé qui a ouvert la porte à toutes les innovations, tous les arrangements au niveau des sapeurs-pompiers. Mais parce que tout le reste va suivre. Mais ce décret-là, nous y avons travaillé pendant longtemps pour que tous les départements ministériels qui sont impactés par l'action des sapeurs-pompiers puissent être en accord avec les dispositions que nous proposons pour améliorer le sort des sapeurs-pompiers. Ces documents-là, je vous le dis clairement, moi-même, en tant que ministre, je l'attendais. Maintenant, les choses vont aller très vite. On assiste aussi à... Marquis, vous avez une question? C'était par rapport à la protection civile. Allez-y. Monsieur le ministre, on sait que la protection civile existe depuis 1965 et c'est seulement en 1974 que les sapeurs-pompiers militaires sont arrivés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sapeurs-pompiers civils? Non, civil, la protection civile, c'était déjà en 1965. Et en 1974, le GSP. Militaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour qu'on arrive aujourd'hui à prendre des tests pour réguler le secteur de la protection civile? Écoutez, tout est évolutif. Quand vous dites que ça existe depuis 1965, ce n'est pas sous cette forme-là. C'est la protection civile qui a été instituée en 1965. D'accord? Et le corps des sapeurs-pompiers militaires a été créé en 1974. Mais là, nous n'avions pas de sapeurs-pompiers civils en Côte d'Ivoire à cette époque. Je fais partie de ceux qui ont, avec le colonel-major Bakassa, paix à son âme, à l'époque, ont pensé qu'il fallait instituer en Côte d'Ivoire le corps des sapeurs-pompiers civils. Et nous avons commencé à travailler sur les textes qui n'ont pu aboutir qu'à la fin de la crise post-électorale par la prise du décret de création des sapeurs-pompiers civils. Mais tout ça, il fallait améliorer pour donner un complément à ces statuts-là, et c'est ce travail-là qui vient d'être fait la semaine dernière. D'accord. On assiste à une démultiplication des centres de secours d'urgence sur le territoire national. On est passé aujourd'hui à 38. C'est un bond. On était à 30 ou 31. Ces centres-là sont là. La pluie continue à tuer nos populations parce que la pluie, c'était une bénédiction à l'époque. Aujourd'hui, on a peur quand il pleut. L'actualité, c'est l'opération de déguerpissement qui a lieu en ce moment à Abidjan. Monsieur le ministre, est-ce que votre département travaille main dans la main avec le district d'Abidjan, le ministre-gouverneur Bakongo, pour cette opération? Il faut d'abord que je vous dise qu'on ne peut pas se réjouir du malheur de son semblable. Quand on est obligé de prendre des mesures comme celles qui ont été prises dont on parle, les résultats sont un minimum de compassion pour ceux qui en sont victimes. Et je voudrais dire à ceux qui ont été impactés par ces déguerpissements que, à la suite du message du Premier ministre, l'État est avec eux. Mais laissez-moi vous dire, si vous permettez que je regarde mes notes, mais je vais vous dire clairement. Parlons des statistiques. En 2019, il y a eu, je vais juste retrouver mes documents, si vous permettez. Allez-y. Là,
Je vais vous donner des chiffres très clairs. En 2019, du fait des pluies, on a enregistré 19 décès dans les zones qui ont été impactées aujourd'hui par les déguerpissements. En 2020, nous avons enregistré 18 décès, quasiment dans les mêmes zones. En 2021, 16 décès. En 2022, 25 décès. Et malheureusement, en 2023, l'année dernière, 39 décès. Ça fait au total 117 décès sur 5 ans seulement. Ça fait trop. Mais si c'était qu'un seul décès, je dis que ça fait trop. C'est pas possible. Donc il fallait, à un moment donné, prendre des mesures pour éviter justement ce genre de situation. C'est ce qui a conduit l'État à prendre des mesures. Mais ce n'est pas le fait de déguerpir seulement qu'il faut évoquer. Mais c'est accompagné de mesures. Vous vous souvenez que pour Boribana, les gens ont été donc relocalisés à Songon. Combien sont partis là-bas? Dans une cité où il y a 1000 logements, combien sont partis? J'invite chacun à aller vérifier. Mais plus grave, les gens ont pris les maisons, ils les ont remis en location et ils sont restés à Boribana. Moi, je ne veux pas faire le procès des pauvres personnes dont les maisons ont été détruites, mais je pense qu'à un moment donné, il faut assumer les responsabilités. C'est ce qui s'est passé, mais Dieu merci, c'est même pas ce qu'il faut dire. Sous la houlette du Premier ministre, l'État est en train de prendre des mesures pour que toutes ces personnes qui ont été déguerpies soient prises en compte le plus rapidement possible. Et ce n'est pas moi qui ferai les annonces sur cette affaire. Vous travaillez donc en collaboration avec le district autonome d'Abidjan, avec le ministre-gouverneur Bakongo. Nous allons terminer avec cette première partie, Monsieur le ministre, mais par deux petits mots sur l'administration du territoire. On a vu que les autorités préfectorales ont commencé à être beaucoup chouchoutées. Et elles ont des véhicules aujourd'hui, leurs résidences sont réhabilitées, les bureaux également, une mutuelle est créée à leur niveau, mais aussi vous avez créé de nouvelles administrations, de nouvelles circonscriptions administratives ces derniers temps. Dites-nous un petit mot sur ces deux aspects, très rapidement, Monsieur le ministre. Vous savez, les membres du corps préfectoral sont, pour ceux qui sont en circonscription, ce sont les représentants du chef de l'État dans la circonscription. Ceux-là... Ils étaient des oubliés, il y a eu un... Oui, mais disons, ils étaient des oubliés si... Il ne faut pas le dire sous cette forme. Aucun fonctionnaire n'est oublié par l'État. Mais il a été quand même décidé à un moment donné que ces gens-là puissent connaître un traitement particulier. Ça date de 2018. Ils ont été donc alliés sur les grands corps de l'État. J'ai trouvé ça là. Bon, maintenant quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il fallait améliorer tous ces dispositifs. Il fallait réhabiliter des résidences, mais il fallait régler un problème urgent qui était le problème de mobilité. Un sous-préfet, un membre du corps préfectoral qui ne peut pas aller rendre visite à ses administrés, c'est un problème. Et nous avons estimé, on a évalué les besoins à l'époque, il y avait un besoin total d'environ 600 véhicules. Aujourd'hui, ce besoin est quasiment comblé parce qu'il n'y a que 53 membres du corps préfectoral. Il reste à trouver. Qui reste à doter de véhicules. Très rapidement. D'accord. Voilà, donc ça... Les circonscriptions administratives, vous en avez créé quelques-unes récemment, des villages, des départements, des sous-préfectures qui ont été mis en service. Oui, exactement, c'est le mot qu'il faut employer, ont été mis en service. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certaines sous-préfectures ont été créées par décret, mais n'étaient pas réellement ouvertes, fonctionnelles. Et nous sommes attelés à les remettre en service, affecter des fonctionnaires, mais j'ai pris pour principe de trouver le bureau, mettre le bureau en état, la résidence, et trouver un moyen de mobilité avant d'affecter un fonctionnaire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons démarrer l'axe 2 de notre émission. Ce sont les défis, ceux que vous avez à relever, Monsieur le ministre. On va regarder tout de suite ce reportage signé Tao F. Boué. En 2023, l'Union européenne fait face à une nouvelle crise migratoire après celle de 2015. Dans cette veine, des informations abondamment relayées par voie de presse de Frontex, agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières, et de l'OIM
Organisation internationale pour les migrations, font état de la présence de 14 800 ressortissants ivoiriens dans les flux migratoires des clandestins ayant débarqué sur l'île italienne de Lampedusa au mois de septembre 2023. Selon ces organisations, la Côte d'Ivoire serait le deuxième pays pourvoyeur d'immigrés clandestins dans l'espace de l'Union européenne. Des déclarations aussitôt réfutées par le gouvernement ivoirien. À quel le premier contact, c'est avec les agents de Frontex. La première question qu'ils posent avec les fiches, comment vous appelez, vous êtes de quelle nationalité? Chacun dit ce qu'il veut, sans preuve. Bon, évidemment, la première observation ici, c'est qu'on n'établit pas une nationalité par une déclaration verbale. Et puis on ne la certifie pas. La première erreur, ils la certifient. C'est-à-dire qu'ils prennent ça pour la vérité. Une mission conduite par le conseiller technique chargé de la coopération internationale au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est diligentée pour retrouver les traces de ces présumés migrants ivoiriens. À la fin de leur explication, bon, on a besoin de la liste des 14 800. Vous ne pouvez pas me dire non, puisqu'ils sont préenregistrés avec des numéros que vous leur donnez. La réponse, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils ne vont pas me donner immédiatement et qu'ils vont consulter certaines autorités et puis mettre la liste des 14 800 présumés ivoiriens à notre disposition. De retour au pays, sans cette liste, le gouvernement ivoirien relance les autorités italiennes. Ce n'est plus 14 800, ils ont pu m'envoyer 174 présumés maintenant ivoiriens. On check, on fait les croisements avec nos bases de données. Vous savez combien d'Ivoiriens on a trouvé? 20 Ivoiriens authentiques. Après les réactions vigoureuses des autorités ivoiriennes, de nouvelles informations voient le jour. Ils ont fait les statistiques d'abord, on est passé de la 2e place à la 11e place en un mois. Rappelons que ces allégations sur la Côte d'Ivoire concernant le flux de présumés migrants remontent à 2015. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi se font-ils tous passer pour des Ivoiriens et pas d'un autre pays? Ou alors c'est un peu plus facile de prouver qu'on est Ivoirien avec des documents falsifiés? Oui, alors je vais vous répondre, mais je voudrais rapidement revenir sur un élément concernant la police recours. D'accord. La police recours a les mêmes attributions que la police normale. Quand je dis normale, la police nationale, c'est des policiers qui contrôlent les pièces. Tout à l'heure, un lapsus a fait dire qu'ils ne sont pas habilités à contrôler les pièces. C'est la police municipale qui ne contrôle pas. Voilà, c'est bon que ça soit très clair. Alors, pourquoi tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire? Mais je vais vous répondre très clairement en disant, c'est le même phénomène qui attire tout le monde en Europe, là, qui attire les gens en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est un pays, moi je ne me gêne pas de dire, la Côte d'Ivoire est un pays développé, dans la sous-région. Mais c'est un pays qui attire tout le monde. Alors, ce qui se passe, c'est que ceux qui viennent ici pour se refaire une santé, quand ils partent en Europe, s'ils sont pris, ils ont bien envie d'être refoulés, pas dans leur pays d'origine. Ils veulent être refoulés en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ils font de fausses déclarations. Heureusement que nous avons un accord de coopération avec l'Union européenne qui nous permet de démêler le vrai du faux. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure. Sur les 14 800, aujourd'hui, avec le retour de la mission, de façon très précise, nous en avons trouvé que 47 en définitive, reconnus comme Ivoiriens, sur 14 800. C'est tout vous dit. Mais la fraude documentaire, Monsieur le ministre, vous êtes bien au courant qu'elle existe. Oui, mais ne parlons pas de... Vous savez, cette affaire de fraude documentaire... Oui, on peut le dire aisément. La fraude sur l'état civil, sur la carte nationale d'identité, sur le passeport, Monsieur le ministre. Non, mais nous en avons parlé, je dirais à foison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les documents d'identité ivoiriens, les documents de voyage ivoiriens sont des documents très, très, très sécurisés, qui ne souffrent d'aucune contestation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle fraude documentaire? Il se trouve que ces documents-là se retrouvent dans des mains des gens qui n'y ont pas droit.
mais avec la complicité, la plupart du temps, de nos concitoyens. Mais c'est à ça que nous voulons mettre fin avec la réforme au niveau de l'état civil. Qu'est-ce que Parce ça qu'on veut s'est dire? rendu compte... Ça veut dire, monsieur le ministre, que ces documents sont vrais, mais faux en même temps. Donc, de vrais faux documents, des vrais... Vous savez, quelqu'un qui n'est pas ivoirien... Est-ce qu'il y a un dispositif de contrôle pour prendre ces vrais faux documents? Oui, mais nous avons mis en place un système efficace de contrôle. D'abord, qui a commencé nous-mêmes dans nos rangs, parce qu'il y a forcément des complicités, d'accord, et qui s'est soldé par l'interpellation d'un certain nombre d'agents déjà dans nos rangs. Mais il ne se passe presque pas de jours, je dirais pour ne pas exagérer, pas de semaines, où on n'interpelle pas des gens qui tentent de se faire établir des documents ivoiriens à partir de documents qui ont été prêtés par des Ivoiriens. Et donc, aujourd'hui, nos policiers sont outillés pour démêler le vrai du faux. Il y a même un bureau de lutte contre la fraude documentaire qui est installé à l'aéroport. Ce sont des mesures qui nous ont permis de gagner en efficacité, puisqu'il faut tirer des enseignements de tout ce qui nous arrive. Cette affaire de Lampedusa nous a amené à prendre des mesures draconiennes, je l'ai dit sans me gêner, pour mettre fin à tous ces trafics. Donc, ces documents, c'est de vrais faux, sinon ceux qui sont établis sont fiables, infaillibles. Absolument. Infalsifiables. Parce que si vous présentez aujourd'hui aux policiers qui sont au contrôle aux frontières, vous présentez 2 passeports ivoiriens, par exemple, au policier, immédiatement, il reconnaît le vrai du faux. Parce que de toute façon, il y a des gens qui se permettent de photocopier des documents, ainsi de suite. Voilà, mais ça ne peut pas s'arrêter. Mais les documents authentiques sont des documents sécurisés. Et je l'ai déjà dit une fois, il y a une nouvelle gamme de passeports qui va être mise en circulation après celle qu'on a, qui est encore plus sécurisée que ce que nous avons. D'accord. Nos frontières, vous venez de sortir le mot frontières. Elles, au moins, elles sont sécurisées à 100%. Je peux vous dire que nos frontières sont sécurisées à 100%. Tous les passages, tous les points de passage normaux sont dotés aujourd'hui d'équipements qui nous permettent de savoir qui rentre, qui sort. Les points de contournement, il y en a, c'est de ça que vous voulez certainement parler, sont l'objet de patrouilles mixtes de la part des forces de défense et de sécurité dans le cadre des opérations qui sont en cours aux frontières nord, par exemple, mais aussi sur toutes nos frontières. En tout cas, j'ai la certitude que nos frontières sont sécurisées. Et nous y mettons les moyens. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous faites en plus pour améliorer, pour continuer, pour faire avancer, évoluer cette sécurisation, justement, à part la sécurisation, à part les patrouilles mixtes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont, bien évidemment, prévues pour la sécurité de nos populations? Alors, quand on interpelle ce que j'ai envie d'appeler les clandestins, parce que c'est qui ne passent pas par les voies normales. Les voies non répertoriées. Oh, exactement. Mais nous les refoulons. D'accord. Systématiquement. Nous en sommes aujourd'hui à un total de 36 588 refoulements, par exemple. Voilà, de différentes nationalités. D'accord. Dernier axe de notre échange ce soir, monsieur le ministre, ce sont vos perspectives. La CAN vient de s'achever. Magnifique, hein, CAN, magnifique CAN, monsieur le ministre. Nous en sommes très fiers et nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire. Maintenant que cette grand-messe du football est terminée, que pensent les populations du tournoi, mais surtout, que proposent-elles pour l'après-CAN, notamment en ce qui concerne les infrastructures? Elle s'exprime au micro RTI1 de Seydou Ouattara et de Kader Sogodogo. Bon, vraiment, on a vu un gros travail de la police, voilà, parce qu'on n'a pas eu des dégâts au stade, donc ils sont vraiment à féliciter. Qu'ils continuent comme ça, voilà, pour la sécurité des citoyens en Côte d'Ivoire. Il y avait la sécurité vraiment garantie. Vraiment la police, je tiens à remercier le ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense qui a déployé ses généraux et les généraux ont déployé aussi leurs éléments et la sécurité était vraiment garantie. Bon, je pense qu'ils ont très bien travaillé parce qu'il y avait de l'ordre et puis bon, il n'y avait pas d'accident. La CAN s'est très bien passée sans problème. Vraiment, c'est à les féliciter vraiment. Ils ont bien travaillé, en tout cas, que vraiment, ça continue comme ça. On souhaite davantage qu'ils redoublent assez d'efforts
Et au niveau de la circulation, bon, il y a le volet des embouteillages, aussi les motos et autres. On espère qu'ils vont remédier dans ce sens afin qu'il y ait moins d'embouteillages et puis moins de risques au niveau des motards. Pour assurer la sécurité à Yamoussoukro, déjà nous avons notre 3e arrondissement. On aimerait que l'État construise au moins l'autre 4e arrondissement au niveau de Morofé pour vraiment assurer la population. La sécurité durant la CAN 2023, au niveau sécuritaire, je pense que le gouvernement a mis du paquet. Vraiment, on peut dire plus que paquet, parce que je peux dire que c'est un gros colis de sécurité qu'ils ont mis au niveau pour l'organisation de la CAN. Et je voulais féliciter vraiment toutes les forces de l'ordre, à la tête le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Personnellement, je voudrais dire au ministre de l'Intérieur d'accentuer le projet sur la police de proximité. Parce que la police de proximité est l'outil réel même administratif qui permet au corps habillé et surtout la police de s'approcher plus de la population et de se faire vraiment valoir. Puisqu'on sait qu'on ne peut jamais trouver un policier par coup. Et je pense que ce programme de police de proximité peut vraiment apporter beaucoup. Récemment, on a assisté à l'admission de plusieurs étudiants et élèves du côté de l'armée. Moi, j'aimerais que peut-être l'administration fasse encore un peu plus d'efforts en recrutant ou bien en insérant encore plus de jeunes dans ce domaine-là. On voudrait qu'il y ait toujours la sécurité d'abord, parce qu'on observe beaucoup de points à braquer qui sont vraiment dans l'insécurité. Pour cause de lumière, il y a des coins où il n'y a pas de lumière. Nous les étudiants qui habitons loin, tu vas finir les cours, tu dois emprunter une voie, là-bas il n'y a pas de courant. Il y a des gens qui t'attendent, donc ça nous fatigue. On aimerait que vraiment le ministère de la Sécurité puisse faire un ratissage dans des lieux vraiment cachés pour que les bandits soient chassés, les délinquants soient chassés et nous permettre de vaquer à nos occupations. Monsieur le ministre, des félicitations, il y en a eu beaucoup, mais aussi vous avez entendu, les populations, elles réclament certaines choses, la sécurité de plus en plus, on demande même de mettre l'accent beaucoup plus sur la police de proximité. Et puis à Yamoussoukro, il y a le 4e arrondissement au niveau de Morofé, on demande que ce soit construit. Voilà, c'est cette des populations, Yamoussoukro, Bouaké et Abidjan. Oui, alors, j'ai eu envie de dire, pour répondre directement à notre interlocuteur, les bandits seront chassés. Et je vous le dis tout net. Bon, revenons à nos sujets. Nous allons tout mettre en œuvre, et je vous le dis très clairement. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette stabilité que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui puisse être pérenne. Et cela passe par le renforcement de la sécurité. C'est pourquoi, de façon permanente, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, tous les moyens seront mis en œuvre pour garantir cette sécurité. Cela passe par, comme on l'a dit, l'ouverture de nouveaux commissariats. Cela passe par l'équipement des forces de sécurité, notamment la police. Cela passe par des innovations qui vont faire en sorte que les citoyens se sentent réellement en sécurité. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a eu des moments dans notre pays où, dès 17h, on ne voyait quasiment personne dehors. Je vais exagérer, mais je vais dire tout le monde cherchait à rentrer à partir de 17h. Aujourd'hui, quelle que soit l'heure, vous allez trouver des gens sur les routes, entre les villes. Dans les villes, les gens s'amusent. Mais ce n'est pas pour autant que la sécurité est zéro, Monsieur le ministre. Mais non, il n'y a pas de sécurité zéro. Elle existe quand même. Mais la sécurité, il n'y a pas de sécurité zéro. Mais je veux dire que les efforts qui ont été faits portent leurs fruits. Tout le monde est aujourd'hui rassuré. Le taux de remplissage des avions, quand vous venez en Côte d'Ivoire, par exemple, mais il est multiplié par plusieurs. Il y a certaines compagnies même alignent 3-4 avions les soirs. Mais parce que la Côte d'Ivoire est fréquentable. Et ça, c'est parce que le président Ouattara a mis les moyens pour
garantir la sécurité de tous ceux qui vivent sur notre territoire et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Parlons de la CAN spécialement en quelques minutes. On va retrouver Régis Kofi dans 2-3 minutes. Il a récolté quelques questions pour vous. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre, Monsieur le ministre, durant cette CAN pour la sécurisation globale des biens et des personnes? Qu'est-ce que vous avez mis effectivement en place pour que ce soit tant apprécié par les populations? Il y a eu... Je pourrais dire, quels sont les acquis sécuritaires même pour la Côte d'Ivoire après cette CAN? Bon, alors, il y a eu deux types d'actions. Appelons ça comme ça. Il y a les actions visibles qui ont été mises en œuvre, mais il y a des actions non visibles qui ont été mises en œuvre. Cela passe par le déploiement des personnels, le déploiement des moyens, les contrôles physiques que tout le monde a vus et auxquels les gens se sont soumis, en tout cas dans la plus grande discipline, et je voulais saluer au passage l'ensemble des usagers. Mais c'était adossé à d'autres dispositions qui étaient moins visibles. Mais parce qu'il faut être capable, quand on est responsable de la sécurité, de prévoir ce qui n'est pas normal et ce qui ne doit pas arriver. Il faut le prévoir. Des mesures de lutte contre le terrorisme, nous les avons prises. Nous avons mis en place un dispositif efficace de lutte contre la cybercriminalité. Et cela a fonctionné. Je vous le dis maintenant que tout est fini. Le site de la CAF a été plusieurs fois l'objet de beaucoup d'attaques qui ont été enrayées par la Côte d'Ivoire. Et même Même si vous ne communiquez pas là-dessus, mais ça existe bel et bien. En tout cas, nous sommes outillés pour faire face à n'importe quelle situation. Régis Kofi, si vous nous entendez, 2 questions pour Monsieur le ministre de la part des populations. Et oui, on va faire court, mais avec 3 petites questions. Parlons d'abord des CNI. En cas de doublon qui a été réglé par un procureur, dans quel délai le citoyen peut prétendre recevoir sa pièce d'identité? La question de M. Kouyaté Abobo qui patiente depuis 1 an maintenant. Madame Yapo, à Grand Bassam, souhaiterait savoir pourquoi les policiers qui ont le statut de fonctionnaire partent à la retraite à 55 ans, alors que les autres fonctionnaires terminent à 60 ans, voire plus. Et puis la préoccupation de M. Koulibaly à Koumassi, avant l'élection de 2010, un programme de décentralisation devait rentrer en vigueur. Le découpage administratif a été supprimé après la présidentielle. Qu'en est-il pour la suite? Hamza, voici, c'est tout pour la dernière vague des questions. Rapidement, merci Régis Kofi. 10 jours, c'est le délai. Le ministre en a parlé, le directeur général de l'ONESI également. Les 2 autres questions, Monsieur le ministre, on va y répondre en 1 minute. Alors, départ à la retraite à la police. 55 ans au lieu de 60 pour les autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la police est régie par le même décret que celui des forces armées, qui fait que les départs à la retraite sont fonction de l'âge, c'est vrai, mais du grade que nous portons. Donc il y a des limites de grade qu'il ne faut pas dépasser quand on a un certain âge. C'est ce qui explique donc ce qui ressemble pour certains un dysfonctionnement, qui n'en est pas un. Alors, ils ont parlé du programme de décentralisation. Justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'innovations sont en train d'être portées. Nous allons continuer à travailler sur ce programme de décentralisation parce que nous avons à cœur de faire en sorte que l'élu local ait un statut. Un statut qui va lui permettre d'être à l'aise dans ses fonctions. Bien évidemment, ça va s'accompagner par des lois qui régissent la fonction publique territoriale et un certain nombre d'innovations comme ça sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Il y a 16 projets de tests qui sont prêts, sur lesquels nous avons déjà travaillé, qui n'attendent qu'à être soumis au gouvernement pour validation. Il y a un statut de l'élu local, mais il y a aussi un statut du corps préfectoral. Exactement. Oui. Voilà. D'accord, avec un projet de loi relatif aussi au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire qui est également sur la table. Je sais qu'on parle de primes mensuelles d'incitation à un certain type de personnel, Monsieur le ministre. Lequel personnel? Ce sont des questions qui sont à l'étude. Encore une fois, tout ça c'est lié aux exigences budgétaires. Et ce n'est pas une question que nous allons occulter. Nous sommes en train de regarder dans quelle mesure cela
pourra être institué, mais pour l'heure, nous ne sommes pas à la fin du processus de réflexion. D'accord. Monsieur le ministre, des projets concrets, il y en aura cette année, il y en a qui sont prévus. On parle de l'hôpital de police à Jacquesville. Oui. Pourquoi Jacquesville? Ah oui, mais c'est là-bas qu'on a trouvé le terrain. La construction aussi du siège d'inspection générale des services de police. Tout à fait. C'est prévu également. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez que les populations retiennent, en gros, de votre passage à ce ministère? Des populations, mais aussi vos collaborateurs, les fonctionnaires de police. J'ai envie de me mettre la peau dans la peau. Après la dernière question, oui. Si maquillez-vous, n'en a pas d'autre. D'accord. Vous voulez que j'attende sa question? Allez-y, comme ça, le monsieur le ministre va combiner ses réponses. Ok, d'accord. C'était par rapport au statut des élus. Ben, je voulais revenir au statut des conseils de sous-préfecture. Il y a le décret de mars 2023, c'est dans le même cadre de la conclusion qui a été pris. Mais qu'est-ce que ce décret apporte de plus au conseil de sous-préfecture qui existait déjà? Comme vous l'avez dit, oui. Ça existait déjà, mais ce n'était pas fonctionnel. Pourquoi? Je vais vous expliquer très brièvement. Le sous-préfet est à la tête d'une circonscription qu'il doit gérer. Et il n'a pas de ressources budgétaires. D'accord? Avant, si je peux dire ça comme ça tout simplement, il y avait des taxes qui étaient perçues sur un certain nombre de prestations dans le cadre de l'exploitation forestière et ainsi de suite. Et c'est ça qui permettait au sous-préfet de faire fonctionner le conseil de sous-préfecture. Et quand les régions ont été créées, toutes ces taxes-là qui étaient utilisées par le conseil de sous-préfecture ont été reversées aux régions. Du coup, les sous-préfets se retrouvent sans ressources pour exercer donc leurs responsabilités en tant que chef de circonscription. Monsieur le ministre, allez-y, très rapidement. On n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de vous? Le temps qui nous a imparti est déjà dépassé. Bon, alors, donc, on parlera des sous-préfets à une autre occasion. À une autre occasion. Je voudrais très sincèrement vous dire merci d'abord pour l'occasion que vous nous avez donnée aujourd'hui d'expliquer à nos compatriotes ce que nous faisons à la tête de ce département ministériel. Mais je rends un hommage vibrant au président de la République qui nous accompagne chaque jour. À chaque fois que nous exprimons des besoins, il est à notre écoute. C'est lui qui nous permet d'obtenir les résultats que nous enregistrons aujourd'hui. Les progrès importants qui ont été réalisés en matière de sécurité l'ont été avec l'implication d'une équipe dynamique à la tête de ce département ministériel, que je voudrais à l'occasion saluer devant toute la nation. Le ministre n'est qu'un animateur. Il anime un groupe de jeunes fonctionnaires très engagés et au service de la nation. Je voudrais aussi saluer la contribution des Ivoiriens dans la mise en œuvre de toutes les initiatives que nous prenons pour garantir la sécurité des Ivoiriens. C'est ce que nous demandons. Être accompagnés, être compris, mais ça nous donne aussi le devoir de venir expliquer ce que nous faisons. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne du général Bagondo dans le cadre de son passage à la tête du ministère? Que ce soit pour mes collaborateurs, que ce soit pour les citoyens, je veux que le jour où je serai amené à partir de la tête de ce département ministériel, que quelqu'un se souvienne que c'est grâce au général Bagondo que nous avons eu ceci et que nous avons eu cela. À cela, je répondais immédiatement, dites que c'est grâce au président Alassane Ouattara que nous avons obtenu ce que nous avons obtenu. Je vous dis merci. Merci. Merci, monsieur le ministre. Votre département regroupe plusieurs secteurs. On n'a pas eu l'occasion de parler de la gestion des cultes, malheureusement. Même la COMNAT LPC, vous y travaillez également aussi. C'est la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères. Et même au titre de la décentralisation, vous êtes en train de réfléchir depuis quelque temps au statut de l'élu local dont vous avez pu parler. Merci beaucoup. Merci.
ce sera donc votre dernier mot, Monsieur le ministre général donc Vagondo Odiomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Grand merci d'avoir pu effectuer le déplacement. Ces remerciements, c'est de ma part, bien entendu, mais c'est aussi de la part de toute une équipe, toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission de ce soir. Et justement, la régie, c'est pas commun, ça se fait pas. Si je peux vous voir, voilà, Monsieur le ministre, la régie, vous les voyez tous, hein, ils sont là, ils sont aussi nombreux et ça n'arrive pas tous les jours de les voir. Tous ceux qui sont en régie, je vois la rédactrice en chef Afisiata Karamoko Dosso, je vois la réalisatrice Awa Savadogo avec son assistante du jour Mariette Alangba, Assou Touré, la chef des éditions, Timité Mongbe est là, elle est script, et qui d'autre, Awa Diomandé, Jennifer Tigori et tous les autres, des images qui sont faites en ce moment même par Davis Oyo, notre JRI, et je n'oublie pas, bien sûr, Régis Kofi, présentateur du journal télévisé, mais qui assure toujours avec brio la partie téléphone de cette émission. Merci à tous les caméramens, tous les techniciens qui m'ont aidé à vous présenter cette émission, le tout sous la coupe de Lancine Koné, le directeur des magazines de l'information. Merci à vous également, Marc Yevo. Merci d'avoir pu effectuer le déplacement. Et puis, Monsieur le ministre, bonne route, bonne continuation. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci.